Depuis le premier jour de l'agression russe, la France a fait un choix clair, celui du soutien sans ambiguïté, sans relâche à l'Ukraine. Et ce soutien n'est pas simplement un devoir moral, c'est un engagement profond en faveur de notre sécurité collective, celle de notre continent et celle de tous les Européens. De l'autre côté, la Russie, seule, a fait le choix de la guerre. Rien ne justifiait ce choix, aucune menace, aucune réalité, sinon celle fabriquée dans un mépris total pour la vérité, avec des réflexes et des instincts qui sont ceux d'une puissance qui ne parvient pas à digérer son histoire et ses instincts impérialistes et pour tout dire néocoloniaux. La Russie seule, aujourd'hui, fait le choix de poursuivre cette guerre et même de l'intensifier. Je rappelle que depuis le mois de mars dernier, vous avez avec clarté redit votre disponibilité à la paix et que, suite à des initiatives américaines soutenues par les Européens et au travail important que nous avons conduit ces derniers mois, tout est prêt pour la paix. La Russie seule s'y refuse. Et l'intensification des frappes contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine est une preuve supplémentaire de cette agressivité et de ce cynisme. Et je veux ici les condamner avec force, tout autant que les attaques contre les civils. C'est aujourd'hui la preuve que la Russie poursuit un objectif qui est celui de prendre le contrôle de votre territoire et de ne pas agir conformément aux engagements qu'elle avait pris. Personne ne croit aujourd'hui la Russie quand elle entend faire croire qu'elle veut la paix ou quand elle accuse les autres de l'empêcher. Alors face à cette obstination, à cette intransigeance, à ces attaques inacceptables contre les civils et les infrastructures énergétiques et critiques, face à ce qui est devenu aussi une forme d'addiction de la Russie pour la guerre, nous demeurons, nous, déterminés et entêtés pour la paix. Et pour une paix juste et durable, c'est-à-dire qui préserve les droits légitimes de l'Ukraine, sa sécurité et celle de tous les Européens. Nous ne négligerons rien pour y parvenir, avec tous nos partenaires européens et avec tous les membres de la coalition des volontaires que nous avons, je le rappelle, lancée en février dernier, ici, à Paris, avec aussi les États-Unis et tous les pays de bonne volonté qui croient dans les valeurs de la Charte des Nations Unies et prennent au sérieux leurs responsabilités pour maintenir la paix. C'est cette détermination que nous avons projetée ce matin dans les 2 premiers moments forts de votre visite, cher Volodymyr. D'abord, sur la base aérienne 107 de Villacoublay, nous avons signé ensemble une déclaration d'intention sur l'acquisition par l'Ukraine d'équipements de défense. Cette déclaration, nous l'avons bâtie sur l'intensification de notre coopération en matière de défense, dans le contexte de la guerre d'agression de la Russie, et sur notre engagement dès le premier jour aux côtés de l'Ukraine pour l'aider à se défendre, à renforcer son armée, ses capacités, dans le cadre des différentes coalitions dont nous avons pris la tête ou auxquelles nous avons activement contribué. Sans être exhaustif, mais les César, le SAMT, les Mirage 2000, nombre de missiles et de bombes livrés ont tous fait leurs preuves sur le terrain au cours des 3 dernières années et demie et sont la base de cette collaboration. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Avec cet accord, nous continuons à miser sur le rapprochement et l'intégration de nos industries de défense pour continuer à soutenir l'Ukraine, la modernisation de ses forces armées qui restent en première ligne et qui sont la première ligne de défense de l'Europe, et la dissuasion contre l'agression. Et nous le faisons dans la durée, actant également que la capacité à régénérer l'armée ukrainienne est un élément décisif de notre sécurité à tous. Cet accord prévoit ainsi un renforcement de la coopération bilatérale immédiat et sur les 10 prochaines années, avec l'acquisition de capacités décisives à très court terme, drones, intercepteurs de drones, bombes guidées et des engagements de production d'ici à la fin de l'année et sur les 3 années qui viennent. Ce sont les livraisons immédiates et nous donnons de la visibilité aux armées ukrainiennes sur ces capacités qui ont déjà commencé. Ensuite, avec l'acquisition de nouveaux systèmes de défense antiaérienne, SAMT de nouvelle génération. Ils sont en cours de développement. Dès 2026, une étape décisive sera passée et l'accord est donné de pouvoir les déployer ainsi sur le sol ukrainien. Ils viendront compléter des capacités que vous connaissez déjà,
mais avec des performances nouvelles. Et puis l'acquisition jusqu'à 100 Rafales, donc nos chasseurs de dernière génération, avec leur armement complet. C'est là une nouvelle génération qui s'ouvre après la livraison des Mirage 2000, qui avait été actée il y a plusieurs mois, et la formation des pilotes. Et donc nous allons déployer cet engagement justement d'acquisition de 100 chasseurs Rafale, avec les programmes de formation qui doivent les accompagner et les programmes évidemment de production. Nous prévoyons pour tout cela un renforcement de notre coopération bilatérale, actant de la complémentarité de nos industriels et donc dans beaucoup de ces capacités aussi des coproductions avec le développement de projets communs sur le sol ukrainien, en particulier en matière de drones et d'intercepteurs de drones. Et nous aurons tout à l'heure une discussion dédiée sur ce sujet qui est un des éléments déterminants de la résistance actuelle de l'Ukraine et déterminant pour les succès à venir. Cet accord est la démonstration de la volonté française de mettre son excellence industrielle et technologique au service de la défense de l'Ukraine et donc de l'Europe. Cette même détermination à agir était aussi au cœur de notre visite conjointe au quartier général de la force multinationale pour l'Ukraine, qui est fonctionnelle depuis plusieurs semaines et basée à Paris avec un commandement franco-britannique. Ce quartier général est issu du travail que nous menons sur les garanties de sécurité dans le cadre de la coalition des volontaires, qui est née, comme je le rappelais, en février dernier à Paris et coprésidée par le Royaume-Uni et la France. Ceci montre combien ces différents sommets ont conduit à une planification précise, mais surtout à la consolidation maintenant d'une équipe d'une 60aine de planificateurs intégrés qui travaillent ensemble à Paris et qui sont parmi les 34 nations, les 25 qui ont acté et décider des contributions concrètes. L'objectif reste de déployer une force de réassurance en retrait de la ligne de contact et une fois le cessez-le-feu acquis pour contribuer à sécuriser la souveraineté ukrainienne, mais aussi de soutenir la régénération des forces armées ukrainiennes dans toute leur capacité pour dissuader toute nouvelle agression russe le jour où une paix sera signée ou un cessez-le-feu sera obtenu. Je veux ici dire, et les échanges que nous avons eus l'ont montré, que nous sommes prêts, que les travaux avancent à marche forcée et que nous aurons d'ici Noël une étape nouvelle décisive de franchie en la matière. Et donc au fond, les accords d'aujourd'hui et notre visite a acté le fait que nous sommes prêts à continuer à aider l'Ukraine à résister, mais aussi à se préparer à la suite. Et par les livraisons capacitaires et les engagements que nous avons pris, comme par les travaux de planification, nous avons montré que du court terme jusqu'aux années à venir, nous nous mettons en situation d'être aux côtés de l'Ukraine. Notre soutien ne se limite pas au champ militaire, il est aussi civil, économique et humanitaire. Et je me félicite à cet égard de la signature à l'instant de l'accord intergouvernemental sur le renforcement de la coopération bilatérale couvrant toute une série de secteurs stratégiques, allant de l'énergie au transport en passant par l'eau et la défense, et un accord permettant de renouveler le fonds de soutien aux infrastructures critiques. Je me félicite également de la signature entre Alstom et la Société des chemins de fer ukrainiens OUZ d'un contrat de 475 millions d'euros pour la fourniture de 55 locomotives à l'Ukraine, avec un financement de la BIRD et de la Banque mondiale. Ces locomotives, qui seront fabriquées dans le territoire de Belfort, sont une autre manifestation concrète de notre partenariat économique et stratégique dans la durée, en soutien à un acteur clé, justement, de la résistance ukrainienne. Nous aurons par ailleurs des échanges avec le président Zelensky pour continuer à créer les conditions d'un cessez-le-feu et d'une paix juste et durable, selon deux lignes d'effort, le renforcement de soutien à l'Ukraine et le renforcement de la pression sur la Russie, tant qu'elle persistera dans son refus de la paix. Au niveau européen, nous continuons notre travail pour répondre aux besoins financiers urgents de l'Ukraine pour les 2 prochaines années, comme s'y est engagé le Conseil européen le 23 octobre. Les discussions se poursuivent sur un prêt dit de réparation. Il y a un chemin dans le respect du droit international et nous continuons à travailler pour garantir un partage des risques avec nos partenaires internationaux, notamment au sein du G7. Nous travaillons aussi aux conditions de notre soutien, s'agissant notamment de l'utilisation qui sera faite des fonds, qui doivent permettre de soutenir les efforts militaires et de défense de l'Ukraine, en renforçant l'intégration des bases industrielles et de défense européennes et ukrainiennes, avec des critères clairs de préférence européenne.
Le soutien aux dépenses budgétaires ukrainiennes devra aussi être assorti de conditionnalités robustes. Au-delà, l'Union européenne devra continuer d'apporter à l'Ukraine un soutien financier prévisible et stable à long terme. Nous y parviendrons, y compris s'il le faut en explorant les voies nouvelles, comme nous avons su le faire dans d'autres cas quand la situation l'exigeait. Je pense en particulier à l'endettement commun dans le contexte de la pandémie. Ce sera à la fois un signal fort en soutien à l'Ukraine et en direction de la Russie, qui ne doit pas croire qu'elle peut miser sur la fatigue des Européens. Nous sommes aussi déterminés à continuer de renforcer nos sanctions contre la Russie, en lien avec les États-Unis, afin d'affaiblir sa capacité à poursuivre son effort de guerre. Cela vaut aussi pour la flotte fantôme, contre laquelle, vous le savez, nous restons mobilisés, avec le souci de continuer à mieux nous coordonner pour entraver son fonctionnement. Je voudrais conclure en soulignant une nouvelle fois que l'Ukraine appartient à la famille européenne, non seulement par sa géographie, mais par ses valeurs, son histoire et son courage. Le chemin vers l'Union européenne sera exigeant, il supposera des efforts et des réformes profondes, notamment en matière d'état de droit, de transparence, de gouvernance, de lutte contre la corruption. J'ai confiance dans la détermination du peuple ukrainien à les mener à bien et j'ai confiance dans le président Zelensky pour le faire. La France accompagnera ce processus avec constance, exigence, confiance et franchise, parce qu'une Ukraine forte, démocratique et intégrée à l'Union rendra l'Europe plus forte elle aussi. Monsieur le Président, cher Volodymyr, je veux ici vous redire, à travers vous aussi au peuple ukrainien, que la France reste à vos côtés. Ensemble, avec nos partenaires, nous continuerons d'agir en faveur de la paix, d'une paix juste, durable, conforme au droit international, assurant la sécurité d'une Ukraine souveraine, indépendante, libre et européenne. Merci à vous et merci d'être là à nouveau à Paris.